Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le Uben GK1 V3 plus énervé que jamais pour une session gong au stand et sans RDS, attention les oreilles. Puis sur mon terrain pour une grosse session de ce que j'appelle Plinking de luxe, c'est-à-dire qu'on va tirer sur toutes sortes d'objets plus ou moins courants, un peu comme je l'avais fait dans ma vidéo 4.5 vs 5.5 Plinking multimatériaux. On aura tout ça à dégommer, tout ce que j'ai aligné c'est pour voir combien d'épaisseurs sont traversées, que ce soit pour les assiettes, le mélaminé, le bois, les boîtes de plomb, les canettes remplies d'eau, les aérosols et la pâte à modeler. Je précise que je vais utiliser deux types de plomb, un plomb GSB en 2,20 g et un plomb HN Terminator en 1,06 g. De cette façon, vous allez pouvoir constater la différence entre la perforation et l'expansion. Ça va être très parlant d'un matériau mou, comme la pâte à modeler. On aura aussi des matériaux plus durs, comme la planche de cette plancha. La ticket a déjà passé par là. Un pommeau de douche. Et après là, ce sera du pur défouloir. Bon, je précise qu'évidemment, plus rien ne fonctionne, hein. Je ne suis pas si riche que ça. Mais vous pouvez y remédier maintenant en vous abonnant, en commentant ou en likant. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo plinking sur une voiture de luxe, qui sait. Donc pour cette session, on sera en compagnie de mon Uben GK1 V3, avec un V comme vénère, étant donné qu'on va un peu pousser le GK1 avec une ouverture de valve à environ 2 tours, avec les plans à jupe 5.5 les plus énormes que propose JSB, qui sont les Exact Jumbo Beast, qui pèsent 2,20 g. Regardez un peu les suppos. À côté, on a du 4.5 et du 22. Et ce n'est même pas le plus gros que vous puissiez tirer avec le GK1. Il accepte aussi des slugs en 2,6 g et plus, ce qui lui fait sortir des chiffres indécents. Il vous faudra juste utiliser des slugs bien calibrés, comme par exemple les Peanuts de Uben, les Altaros, certaines ZAN, etc. Ne mettez pas n'importe quoi en slug dedans pour ne pas qu'elle glisse vers l'avant et bloque la rotation du verrier. Mais avec les bonnes slugs, il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que c'était hier, et pourtant j'ai le GK1 depuis 2024. Et je vous l'ai présenté sur la chaîne il y a un an déjà. J'ai donc pu essayer plusieurs configs différentes, et je trouve que ce réglage de tour permet d'avoir un bon rapport puissance-autonomie quand on utilise des plombs extra lourds, même en partant d'une pression initiale de 300 bars, quand on a un compresseur qui ne monte pas à 350 bars, comme c'est mon cas. Alors, vous pouvez passer les 2 tours pour avoir plus, mais l'autonomie baisse bien plus drastiquement passé ces 2 tours. Sinon, l'idéal est d'environ 1,5 tours avec des plombs plus légers, si on souhaite faire une utilisation mixte, plinking et cible. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite au stand pour faire crier le GK1 sur le gong sans réducteur de son, comme ça vous allez le voir dans sa config la plus vivace, car ni le son ni le recul ne seront atténués par le RDS, et après on se retrouve ici pour une session plinking de luxe. Allez go! 10 mètres. Bon, il me reste assez d'air pour faire 2 coups encore. On va finir sur les 2 derniers à 40 mètres. Et voilà, on est en dessous 150 bars. Et nous voilà de retour sur mon terrain pour la grosse session plinking. Cette fois, on va utiliser le réducteur de son, car comme vous l'avez entendu, ça claque vraiment fort. Étant donné que je vais tirer en visée ouverte sur des points précis, je ne me placerai pas à plus de 10 mètres pour que vous ayez un plan complet sur le tir et le résultat. Et puis ça ne servira à rien de se mettre plus loin par louper le point visé, ce n'est pas le but de ce test, ce n'est pas un test de précision. Allez c'est parti, on va gonfler le GK1 à 300 bars et on shoot.
Je précise que quand vous faites du plinking à distance rapprochée, comme je vais le faire, pensez à vous protéger les yeux avec des lunettes de sécurité.
1, 2, 3, 4, 5, ça s'arrête à la moitié de la cinquième. Ce qui veut dire qu'en épaisseur d'aluminium traversée, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 épaisseurs d'aluminium traversée. On était à 250 bars restants au manomètre. Oh, ce carnage. Et on va finir par l'heure du réveil. Je vais enfin pouvoir me venger de tout ce qui m'a fait subir. Bon, je l'ai calé au serre-joint parce que je sens qu'il va pas mal gigoter. Et voilà, ça c'est pour toutes les fois où tu m'as réveillé. Bon, je l'ai changé de sens. Sauf que du coup, j'ai pas actionné la caméra en changeant de sens. Donc je l'ai fait comme ça. Après l'avoir fait comme ça. C'est de la purée à l'intérieur. Je vais maintenant tirer dans de la pâte à modeler pour que vous constatiez la différence entre plomb dommé et plomb expansif en termes d'expansion et de pénétration. A savoir que j'ai compacté la pâte à modeler au maximum pour qu'elle soit le plus dense possible. Bon, on peut voir que les plombs à chienne tirent un petit peu plus bas. Je me suis donc retrouvé trop bas et trop près de la première cavité. Donc je vais retirer un JSB Monster un peu plus haut, de façon à ce que la cavité ne soit pas altérée.
par celle du H&N qui à mon avis a bien poussé celle du bas, donc on va en retirer un de plus haut. Ok, c'est bon, cette fois le deuxième tir a été bien placé. On va donc avoir 2 belles cavités. On pourra comparer plus facilement car les cavités ne vont pas se pousser les unes entre les autres, comme quand on tire trop près comme ici. On a quand même une belle épaisseur de boîte à modeler. La première fait presque 6 cm. La deuxième 6,5. La troisième pareil. Et la quatrième 6,9 cm. Voyons ce que ça donne. Alors ça y est, nos cavités sont découpées. Là, on a le Jumbo Beast. Très net. On voit qu'il n'y a pas tellement eu de déformation aléatoire. C'est presque une ligne droite. On est à peu près à 11 mm. Maintenant pour le Terminator. Et ouais, on voit une belle différence. Hein. Là on est à 18,5, 18 mm 5. Rien à voir. Ensuite, pour la deuxième épaisseur, Jumbo Beast. On voit que la cavité commence à rétrécir. Et le petit plomb H&N Terminator. Je l'ai décalé légèrement à droite en découpant. Et on peut voir qu'il est complètement expansé. Son volume a bien augmenté. Toujours Jumbo Beast. On voit que la cavité a rétréci énormément. Elle est à peine plus grosse que la taille du plomb. Notre Jumbo Beast est ici. On peut constater qu'il ne s'est pas trop déformé. Il a gardé plus ou moins sa forme initiale. Et c'est là qu'on se rend compte de la différence entre expansion et perforation. Voici de plus près les deux cavités, avec à gauche le H&N Terminator et à droite le JSB Jumbo Beast. On voit qu'ils travaillent très différemment. Le Jumbo Beast aura tendance à être beaucoup plus perforant, mais beaucoup moins expansif, avec sa tête domée, qui se déformera très peu. Tandis que le H&N Terminator, qui va être beaucoup plus expansif, va décharger son énergie dès le début, et quasiment toute son énergie, comme on le voit dès le deuxième morceau. Il n'y a plus beaucoup d'énergie. La cavité est très réduite, et la perforation pareil. C'est ce qu'on peut constater aussi avec nos résultats dans les canettes. Ici, on a un plomb GSB Jumbo Beast. Le trou est assez balèze, mais ça l'a pas déchiré autant que le Terminator. Là, ça l'a littéralement explosé avec la décharge d'énergie. C'est là toute la différence avec un plomb qui va être perforant et un plomb qui va être expansif. Voilà pour ce qui est de la différence entre plomb perforant et plomb expansif. Je vous mettrai aussi la distance perforée par chacun d'eux. Honnêtement, pour le plinking, ça peut être intéressant d'alterner entre ces deux types de projectiles, car ils donnent vraiment des résultats différents en cible. Oh, j'en connais un qui est bon pour lever le stand. Regardez-moi les galettes de GSB de 2,20 g. Quand on voit la longueur qu'ils font à la base, c'est aberrant. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne séance plinking des fouloirs.
Le G15 est vraiment à l'aise sur ce terrain, le semi-auto combiné à sa puissance en font une masterclass dans ce domaine pour un PCP. J'ai d'autres matériels à vous montrer que j'ai pris pour ma config G15, je vous montrerai tout ça. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont demandé quel PCP semi-auto choisir à l'heure actuelle, sur quoi je leur ai répondu, il n'y a pas une seule bonne réponse. Tout dépend de ton cahier des charges, que ce soit ton budget, si tu veux une arme longue, de poing ou compacte, la distance de tir à disposition, le calibre souhaité, quelle précision attendue, quelle fiabilité attendue, etc. Mais si tu as un cahier des charges des plus exigeants et un budget assez flexible, je recommande surtout les PCP fonctionnant avec la technologie hammerless, c'est-à-dire des semi-auto sans marteau, tels que les fabricants Uben avec le G15 ou la carabine K, ou encore Western Airgun avec le Mordax ou la Sidewinder. Alors pourquoi le sans marteau est-il mieux selon moi? Eh bien c'est tout simple, plus fiable, généralement plus puissant, architecture bien plus compacte qu'un système à marteau, et peut donc être intégré dans une arme de poing, courte, ou une arme d'épaule bullpup, tout en gardant une grande longueur de canon dans une taille très contenue. La consommation d'air est aussi bien plus réduite pour une puissance plus élevée, donc un meilleur ratio puissance-conso d'air, et une autonomie plus importante qu'un PCP semi-auto à marteau, pour une même taille de réservoir. Et oui, le système hammerless tire directement le plomb depuis le barillet, sans avoir de masse en mouvement derrière, qui va récupérer des gaz pour introduire le plomb suivant dans le canon, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus de problème d'introduction de munitions dans le canon, donc bien moins de risques de blocage ou d'incident de tir, comme ça arrive avec beaucoup trop de modèles PCP semi-auto fonctionnant à marteau. Les très rares fois où ça peut arriver avec un système hammerless, ce sera surtout dû à des munitions pas adaptées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec certaines slugs. Alors, il y a encore du chemin à faire, mais la technologie hammerless créée par Uben a fait faire un bond fulgurant dans l'avancée technologique des PCP semi-auto haute puissance. Western Airgun s'est d'ailleurs appuyé sur cette technologie brevetée par Uben pour créer leur propre hammerless, en ajoutant un mode de tir, on va dire, continu. Je ne me prononcerai pas sur la fiabilité de certains modèles de Western Airgun, comme le Mordax par exemple, étant donné que ce modèle est commercialisé depuis très peu de temps comparé à Uben, et qu'on manque pour le moment de retour d'utilisation dans le temps pour parler de fiabilité. Donc si vous voulez du hammerless à l'heure actuelle, il faudra lâcher un bon billet. Mais franchement, qu'est-ce que c'est fun. De plus, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous voulez une arme de poing semi-auto légère, compacte, précise, puissante, avec des matériaux et des finitions haut de gamme, et facilement évolutive en carabine légère, alors c'est le G15 qu'il vous faut. Si vous voulez une carabine compacte, légère, en semi-auto, qui soit précise, avec des matériaux un peu plus communs, pour un peu moins de puissance, mais un peu plus de régularité, le Mordax est fait pour vous. Et si vous voulez une carabine semi-auto très puissante, très précise, mais plus encombrante, la carabine Ubenkin et la Western Sidewinder seront le bon choix, tout en gardant leurs mêmes caractéristiques que leur version plus petite concernant les matériaux, les finitions et la fiabilité. Alors voilà pour ce test et ces petites précisions que je voulais apporter pour répondre à vos questions. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions. On se revoit vite pour de prochains tests, allez à plus.